À l'issue d'un procès qui achève de détruire sa famille, la jeune Vokuna fugue, s'exile et trouve refuge chez la sœur d'une amie. Mais son pays d'accueil survit sous le joug d'une dictature et la jeune comédienne devra bientôt choisir son camp entre la résistance et l'amour qu'elle porte pour le fils du tyran. Polygamie, sorcellerie, ethnicisme, pouvoir militaire, telles sont les tendances lourdes que nous dévoile cette histoire mêlant la culture bantoue à la chronique sociopolitique d'un État pas si imaginaire que cela. Le décor est ainsi planté pour vous parler ce soir de Vokuna, le deuxième roman de Dominique Douma, paru aux éditions Société des écrivains. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gabon Télévision, qui reçoit donc l'auteur de cette fiction. Bienvenue à vous, Dominique Douma, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci, M. Domenini, pour cette invitation, en tout cas. Notre invité est une figure connue du théâtre et du cinéma gabonais. Il a notamment tenu des rôles importants dans des films tels que Dolé d'Imunga Ivanga, Équateur de Serge Gainsbourg, Le singe fou d'Henri-Joseph Komba Bididi et dans la série télévisée Les années école. Actuellement, il dispense des cours de théâtre à l'École normale supérieure de Libreville et anime chaque jour l'émission Afripolis sur la radio panafricaine Africa numéro 1. Il est par ailleurs détenteur d'un doctorat en théâtre et art du spectacle. Alors, Dominique Douma, l'histoire commence par un procès. Un procès qui oppose Balou, le père de Vokuna, l'héroïne de votre roman, à Tsunda, la mère de cette dernière. Quel est le problème qui les amène devant les tribunaux? Eh bien, disons que le mot-clé qui va, disons, servir de fil conducteur à l'histoire de Vokuna demeure être le conflit. C'est autour de plusieurs conflits que nous allons vivre les péripéties de notre héroïne. Et le premier conflit commence déjà par ce procès. Et c'est bien parce qu'il y a un conflit conjugal entre les parents géniteurs de Vokuna qu'on en arrive déjà à la tragédie qui va suivre après ce procès. Parce que le procès va faire comprendre que le torchon brûle. D'accord. Et justement, le procès, on s'en rendra bien compte, est assez explosif. Absolument. Tsunda est accusée de maraboutage et d'infidélité. En guise de riposte, elle accuse à son tour Balou de sorcellerie. Alors, il y a un passage qui est assez révélateur de cette violence verbale. Bien. Ce sont les propos de l'avocat de Tsunda qui lance ceci à l'endroit de Balou. Guérissez vite, monsieur, de votre pédophilie anormalement maladive et satanique. Avouez les trophées, les pièces détachées humaines ornant la cave de votre boulangerie. Dominique Douma, des propos qui nous rappellent quand même une actualité sur le plan national, notamment la question des crimes rituels en résurgence. On le sait, le roman, quoique relevant de la fiction, peut à travers un certain nombre d'allusions être le cadre de la dénonciation. Est-ce que c'est votre démarche dans ce cas précis? Absolument, c'est une démarche parce que une femme qui, à un moment, se rend compte que son époux n'est plus l'homme, disons, l'humain qu'elle avait, disons, aimé au départ, se révolte. Parce que, tout simplement, son foyer est disons, parsemé de crimes rituels et elle en est l'observatrice et, quelque part, elle ne pouvait pas, disons, porter ce poids-là. C'est la raison pour laquelle elle avait déjà commencé à se rebeller contre son mari. Et comme toujours, lorsqu'on est coupable de certaines choses, on ne permet pas à une personne autre, même si elle est votre épouse, de mettre, disons, au devant de la société les travers, disons, lugubres et cyniques qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle lui, Balou, a commencé à accuser son épouse, disons, de folie, de délire. Et petit à petit, il a voulu obtenir un divorce. Et la seule raison qu'il fallait pour que ce divorce aboutisse, c'était de faire en sorte que sa femme soit, disons, accusée de démence. Et c'est ce pseudo, disons, statut de la démence de la femme qui va nous dire qu'elle n'est pas du tout aussi folle que ça. Elle sait ce que son époux fait, et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'elle soit un peu, disons, fragile au niveau de la puissance par rapport à la puissance de son mari, accepte d'aller au procès
Et comme elle sait bien qu'elle ne pourra peut-être pas, disons, réussir à détruire son mari qui est très 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 puissant, elle en profite quand même pour dire à son avocat ce que son mari fait pour que, devant le public, ben, on sache les malheurs que cause, disons, son époux via des crimes rituels, comme pour dénoncer cela, pour dire, l'auteur dit, peut-être plus jamais ça aussi. D'accord. On se rend compte que l'issue du procès est une véritable tragédie pour Vokuna, puisque la cour prononce la séparation de corps et surtout Balou, le père, obtient la garde de la fille unique du couple. La vie de cette dernière va devenir un enfer dans la maison paternelle, une maison qui est loin d'être vide d'une autre présence féminine, puisqu'il y a en son sein Alphonsine, la belle-mère de Vokuna, ou plutôt sa marâtre. Sa marâtre, effectivement. D'ailleurs, la suite du procès qui donne à Balou la garde de Vokuna, disons, justifie ce dont je parlais, c'est-à-dire que c'est toujours la loi du plus fort de temps en temps qui l'emporte. Et là, par exemple, Balou, malgré l'accablement de tout ce que l'avocat qui défend la cause de Tchunda a révélé, eh bien, malgré cela, ben, il reste toujours vainqueur, il sort toujours, disons, propre de cela. Effectivement, ce verdict ne va pas arranger la vie de notre héroïne Vokuna, parce que tout simplement, la deuxième noce de son père, Balou, va être un véritable enfer pour elle. Et vous savez, et c'est là où arrive le deuxième conflit. Je vous disais que le fil conducteur du roman, c'est le conflit. Et là, naît le deuxième conflit que nous connaissons même dans la réalité. Les rapports entre une belle-mère et sa belle-fille ne sont toujours pas des rapports, disons, généreux. Et là encore, le conflit est là et Vokuna pense que son père va peut-être être de son côté, mais très souvent on se rend compte que dans un mariage comme celui-là, je crois que celui qui vient de se remarier défend toujours des fois son épouse. Mais et justement, il est vrai qu'à certains moments, l'héroïne paraît incomprise. Elle reproche d'ailleurs à son père de ne pas assez accorder de l'attention à ses complaintes, mais on constate quand même aussi de sa part des attaques, des accusations excessives à l'endroit de sa belle-mère. Ne devrait-on pas plutôt voir dans son attitude l'expression d'une rivalité par procuration, sa maman n'étant plus dans le foyer? Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours une rivalité. Bon, chez les garçons, par exemple, on parle par exemple de cette histoire édipien, comme on dit. Une fille aime toujours son père et aimerait qu'elle soit protégée par son père. Mais lorsque son père détourne, disons, son attention et son regard vers un autre personnage, c'est sûr que naturellement parlant, il y a une jalousie qui commence à naître. Alors, le mysticisme dont on a parlé déjà au début va même se révéler parce que par rapport à tout ce qui va disparaître dans la maison, tout ce qui va faire en sorte que Vokuna se rebelle, se sente incomprise dans ce foyer-là, la question qu'on se pose, le lecteur va se poser peut-être la question, est-ce que ce n'est pas la mémoire ou l'esprit de la mère qui vient habiter Vokuna pour, disons, se venger du deuxième mariage de son époux avec cette belle-mère-là? Il faut donc rappeler que Tsunda, la mère de Vokuna, n'est plus de ce monde. Non, elle n'est plus de ce monde. En tout cas, bon, je ne le dis pas ouvertement, mais il y a des sous-entendus qui disent que Vokuna, Tchunda, la mère de Vokuna, après le procès avait, disons, perdu la vie, donc elle n'est plus vivante. Alors, est-ce le spectre de Tchunda qui, disons, se révèle en sa fille, Vokuna, pour faire en sorte que le deuxième mariage de son père soit un véritable enfer, et pour la marâtre et pour elle? Point d'interrogation. Dans tous les cas, Vokuna est excédée, elle ne supporte plus l'indifférence de son père Balou, elle veut quitter cet enfer. C'est ainsi qu'un soir après une ultime dispute avec sa belle-mère Alphonsine, elle décide de quitter définitivement la maison. Cette décision sera décisive pour la suite des événements. Absolument, parce que tout être humain a toujours besoin de l'ailleurs. C'est-à-dire que quand on se sent
on se sent mal à l'aise, on a un mal de vivre dans une cosmogonie originelle, mais on a envie d'aller peut-être ailleurs pour avoir une autre bouée de sauvetage. Et c'est ce qu'effectivement Vokuna fait, aidé par d'ailleurs une de ses adjuvantes, une de ses amies, qui est par exemple dans le village, le pays originel de notre héroïne. Mais malheureusement, on se rendra bien compte qu'elle va partir d'un enfer pour se retrouver encore dans un autre enfer. Le pays d'exil qui aurait dû être le paradis, se transforme. Et justement, fait marquant, dès son arrivée à l'aéroport de Liba, la capitale de Mbassou, un événement survient. Et sera peut-être l'élément qui fera penser à Vokuna que son pays d'accueil, ou plutôt son pays d'exil, n'est finalement pas une oasis de calme. Oui. Quel est cet événement? Disons, l'événement, au fond, vous voyez, c'est comme quand une mort vous arrive soudainement. Quand il y a une crise cardiaque, personne ne prévoit que cette crise cardiaque va arriver. C'est ce qui arrive à notre héroïne Vokuna. Elle a cru qu'en allant dans le nouveau pays d'exil, Mbassou, que tout serait bien. Mais je vous assure que c'est soudainement, à l'aéroport même, à la descente, disons, de l'avion, qu'elle est victime, disons, du premier conflit, mais vraiment tragique, qu'elle va vivre. Parce que tout simplement, à l'aéroport même, on va entendre un craquement et tout le monde étant sur le qui-vive en Mbassou va croire que c'est d'un coup d'État, que ce sont des coups de mitrailleurs qui sont en train, disons, de crépiter, parce que tout simplement, on est dans un pays où il y a eu une révolte qui est en train de se préparer. Et ces crépitements de mitrailleurs, qui va même d'ailleurs faire en sorte qu'à l'aéroport même, on va voir des militaires se mettre en joue, vouloir combattre un ennemi, qui va faire comprendre à Vokuna, s'il vous plaît, que je crois bien que le nom du nouveau pays d'exil dans lequel elle se trouve, qui est Mbassou, qui veut dire en langue vili le feu, est un véritable enfer qu'elle vient, disons, dans lequel elle vient déjà de pénétrer. D'accord. Vokuna est donc à Liba, la capitale de Mbassou. Oui. Elle est, il faut le noter, tout de suite frappée par les inégalités que traduit le paysage de la ville. Vous en faites d'ailleurs une brève description en ces mots. Les quartiers les mieux urbanisés ou approximativement révèlent les inexplicables et incompréhensibles paradoxes de Mbassou, réputé Eldorado de l'Afrique. Vokuna découvre d'un côté la promiscuité des taudis, de l'autre le flamboyant des villas résidentielles maculées de balais routiers et patrouilleurs des soldats à pied ou en jeep. Pourrait-on voir dans cette description une manière pour vous de soulever le débat sur les inégalités sociales et la nécessité d'une égale redistribution des richesses dans nos pays en Afrique? Bien sûr que oui. Pour toujours revenir à mon fil conducteur qui a pour mot-clé le conflit, là encore, voilà une image qui signifie la naissance des conflits que nous avons dans toutes les sociétés modernes. Parlons des sociétés modernes. C'est parce qu'il y a trop de pauvres et plus de riches qu'il y a ce conflit-là. Et ce conflit, ces inégalités sont perçues par, disons, la configuration de nos villes urbaines, de nos métropoles. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les mapanes, ou les bidonvilles, ou les favelas, ça dépend de quelle zone vous êtes. Et puis vous avez toujours ces belles villas cossues, et qui prouvent que les inégalités sont là. Il y en a qui veulent sortir de cette pauvreté-là, par exemple, ceux qui sont dans les mapanes. Bon, et ceux qui sont, par exemple, qui favorisent, disons, cette promiscuité, ne veulent pas que ceux-là qui sont dans cette promiscuité s'en sortent. D'où naît le conflit. Alors, vous avez ceux qui veulent se révolter pour avoir une espérance de vie, ma foi, humaine, et puis il y a d'autres qui se disent, non, 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 nous sommes venus sur Terre pour faire des autres des bêtes de somme. Alors le conflit est là, et des fois on ne comprend pas. C'est-à-dire que
quand vous êtes dans un pays, par exemple, désertique, je prends un exemple comme ça, quand vous allez au Sahel, vous avez, disons, une absence de richesse parce que tout simplement, la terre est dure, le climat est dur, c'est difficile, disons, d'avoir les richesses pour que tout le monde en profite. Mais lorsqu'on est, par exemple, dans des pays tropicaux, tels que, par exemple, le pays dans lequel se trouve Vokuna, où, par exemple, tout pousse à merveille, où, par exemple, les richesses, disons, du sous-sol sont exploitées et font même, disons, la fierté de ce pays-là, on ne comprend pas qu'il y ait dans ce genre de pays des personnes qui vivent, qui partagent leur vie avec les cochons, les lézards, dans la boue, et d'autres qui se la coulent douce. Vous voyez, donc, à travers Vokuna, nous découvrons tout cela et nous nous interrogeons sur ce genre de situation. De paradoxe. De paradoxe. Aliba, la jeune comédienne, puisqu'elle est une comédienne, Vokuna, vit chez Gertrude, la sœur de son ami Mbani. Elle y fréquente une troupe de théâtre, mais seulement Vokuna est loin de s'imaginer que la maison de celle qui l'accueille est en réalité le lieu où se prépare une insurrection contre le pouvoir en place. Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, alors le deuxième mot-clé du roman Vokuna concerne ce qu'on appelle la liberté. Vous savez, c'est Patrice Lumumba qui disait que, si je ne me trompe pas, la liberté est l'idéal pour lequel tout être humain, tout le temps et à chaque instant, a sacrifié sa vie et en est mort. Et c'est ce qui arrive effectivement dans la maison de Gertrude qui accueille Vokuna. C'est là-bas qu'elle découvre, disons, d'abord, avant de découvrir une autre face de l'histoire, elle découvre qu'il y a une rébellion qui, disons, est en train de se mettre en place parce qu'il y a ce qu'on appelle dans toute révolution les martyrs. Ceux qui disent non, la société ne peut pas être comme celle qu'elle est. C'est illogique qu'il y ait des personnes, disons, malfamées et d'autres, disons, qui soient dans des bonnes situations. Et effectivement, c'est cette catégorie de personnes qui essaient de porter la mission de vouloir revendiquer l'égalité, la liberté des chances, qui font en sorte qu'ils finissent par sacrifier leur vie. Et une rencontre va donner un autre tournant à la vie de Vokuna. Oui. Un soir, en rentrant chez elle, après une séance de répétition avec sa troupe de théâtre, elle croise le chemin d'un jeune homme, Tima, c'est son nom. Oui. Qui est-il? Tima, symboliquement parlant, métaphoriquement parlant, Tima, toujours, je m'appuie sur ma cosmogonie, ma communauté linguistique Vili, Tima, ça veut dire le cœur. Et quand on a un cœur, on a encore au départ un petit sens humain. Lorsque ce cœur-là n'est pas remplacé par une pierre, parce que c'est lorsque la pierre prend la place du cœur qu'on devient inhumain. Et Tima, au départ de notre histoire, est un homme de cœur. Et lorsque Vokuna rencontre Tima, tout est resplendissant au niveau d'Ontima. Et d'ailleurs, on le saura un peu plus tard, on va d'ailleurs se rendre compte que Tima, qui est le fils du tyran du pays dans lequel Vokuna se trouve, est au départ un être très humain. Il va même s'exprimer, mais malheureusement, on comprendra que malgré le bon sens d'un Tima, malgré qu'il soit le fils du tyran du pays, malgré qu'il se rebelle contre les mauvais agissements de son père géniteur, n'arrivera peut-être pas à faire en sorte que l'égalité qui est prônée soit peut-être mise en place. Alors, cette rencontre... Pas pour l'instant, lorsqu'on est dans le roman. D'accord. Cette rencontre qui sera suivie d'un certain nombre d'événements qui conduiront Vokuna jusqu'au palais. Voilà. Là-bas, elle découvrira un sordide plan de répression préparé par Doli, le souverain, et ses plus proches collaborateurs, ses conseillers notamment. Ah oui, parce que lorsque Vokuna rencontre Tima, elle n'est pas au départ déjà disons, au courant du statut d'un Tima. Elle a vu un monsieur bien entreprenant, bien généreux, beau, disons lui faire la cour, et finalement, elle a accepté d'être avec Tima. Mais c'est quand elle se rend compte, quand elle se réveille un matin de la chambre où ils ont passé une nuit, disons, très belle,
qu'elle découvre à travers une lettre que Ntima lui a laissée sur le lit que finalement, elle se réveille dans un milieu qui n'a rien à voir avec le milieu, disons, de la société basse. Et c'est comme ça qu'effectivement, à travers Ntima, au fond, à travers plutôt Vokuna, au fond, Vokuna va être le grand imagier de l'histoire pour découvrir ce qui se trame dans ce paysage, disons, royal, on va le dire comme ça, qui prépare donc une répression pour la rébellion qui se prépare, que Vokuna va découvrir un peu plus tard, puisque pour le moment, elle considère encore Ntima comme son amant, elle essaie d'aller, disons, dans le cœur de Ntima, mais quand elle va découvrir le statut de Ntima et quand elle va découvrir ce que le père géniteur de Ntima est en train de préparer pour mater, disons, la société, disons, qu'il dirige, eh bien, là, il y a quelque chose qui va se passer. Puis arrive le jour de la célébration de la fête nationale, un jour qui commence par un acte de désobéissance civile pour finir dans un bain de sang sur fond de rupture de confiance entre père et fils. Voilà, parce que c'est lorsque Vokuna va découvrir ce qui se passe, disons, sous le sous-sol du palais où elle se trouve, qu'elle va se rendre compte qu'il y a une répression qui se fait et elle va fuir de la même manière qu'elle a fui, disons, le premier pays pour être là. Elle va fuir le palais présidentiel, hein, le palais royal, pour aller retrouver Gertrude. Parce qu'elle-même étant en conflit, elle a commencé maintenant à choisir son camp, entre guillemets, de se mettre du côté, disons, de ceux qui veulent en sorte que la société change. Et c'est comme ça que Vokuna va aider les martyrs dont on a parlé tout à l'heure, les révolutionnaires dont on a parlé tout à l'heure, pour essayer de mener à bout une action qui peut faire en sorte que le peuple, disons, martyrisé, ait une raison. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la célébration de la fête nationale ? Le jour de la célébration de la fête nationale, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir en place est sûr de lui. Il est toujours sûr que le peuple est avec lui. La parade militaire qui va passer devant lui va prouver que tout le monde est toujours de son côté. Mais, malheureusement, d'une manière soudaine, il va se passer quelque chose de très très important parce que tout simplement, le peuple, à ce moment-là, va se rebeller. C'est-à-dire qu'au lieu de venir pavaner devant disons, le souverain pour lui dire qu'on est toujours avec vous, qu'on vous soutient, que vous êtes toujours notre Dieu Tout-Puissant, eh bien, la rangée du défilé civil va tourner le dos au souverain. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'il vient de perdre un des symboles, disons, de sa puissance. Donc, il perd le pouvoir parce que le peuple n'est plus avec lui. Il y a un deuxième événement marquant le même jour. De quoi s'agit-il ? Alors, le deuxième marquant le même jour, c'est qu'un peu comme se célèbrent toutes les fêtes des indépendances dans le monde entier, surtout en Afrique, ben, il y a toujours le défilé militaire dans la matinée et d'autres cérémonies, hein, tout un rituel. Mais le soir, il y a toujours, pour les privilégiés, une fois encore, donc la soirée de gala. Et c'est pendant la soirée de gala que les révolutionnaires, les rebelles qui ont réussi à entrer dans le palais et de se mettre dans les invités vont déclencher à leur risque et péril, disons, la révolution qu'ils doivent mener. Et malheureusement, ils vont être, disons, abattus. Il y a un risque qui va se passer pendant cette fête et où, une fois encore, on va se rendre compte que même parmi les invités, même parmi les privilégiés, il y en a qui boudent, disons, l'autorité en place. C'est la raison pour laquelle il y aura un conflit, une grande bagarre arrangée dans le palais, même parmi les invités, ceux qui sont du côté des martyrs,
et d'autres qui sont toujours, disons, les obséquieux du roi. Mais malheureusement, ça se termine par un bain de sang. Et les martyrs, d'ailleurs, qui ont poussé la révolution, d'ailleurs, vont perdre leur vie. Dominique Douma, votre histoire est une fiction, mais dont les faits et les péripéties ne sont pas sans nous renvoyer à la réalité. Quel est globalement, pour terminer, le message que véhicule ce roman? Que devrait-on retenir? Ben, écoutez, c'est-à-dire que c'est au lecteur, hein, après la lecture, de donner une deuxième lecture de ce qu'il a vécu. Mais moi, je pars du principe que Vokuna est un plaidoyer pour, disons, pour le respect des libertés. Je dis bien des libertés, parce que la liberté de penser, la liberté de vivre, disons, comme des êtres humains, doivent, disons, on ne vous les apportera pas sur un plateau d'argent, il faut les arracher, d'où la traduction de « il faut se l'arracher », en Vili, ça veut dire « Vokuna ». Voilà. Merci Dominique Douma d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, M. Ndombenini, qui suis très heureux d'avoir permis aux téléspectateurs d'avoir quelques traces de Vokuna et que je conseille d'obtenir. Voilà qui met un terme à ce numéro de l'invité de Gabon Télévision qui recevait aujourd'hui Dominique Douma pour parler de son deuxième roman paru aux éditions Société des écrivains. Notre invité est comédien, figure du cinéma et du théâtre gabonais. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro de l'invité de Gabon Télévision et à très vite sur nos antennes.